Dans la forêt de Rambouillet, Catherine, psychanalyste, et son mari Gérard, ingénieur à la retraite, ont accepté de nous recevoir dans leur jolie maison. Il y a pourtant de fortes chances que ce couple ne regarde pas notre émission ce soir. Car depuis quelque temps, leur télévision affiche un écran noir. Là, vous avez une télévision derrière vous, elle est toujours éteinte? Oui. Maintenant, quasiment, et tout le temps. Oui. Enfin, en tout cas, on ne regarde plus les informations. Hein, les grandes chaînes, enfin, que ce soit de radio ou de télé, désinforment, en fait. Elles ne disent pas la vérité, c'est clair. Elles les cachent. Depuis le début de la pandémie, Catherine et Gérard sont persuadés que les médias traditionnels manipulent l'opinion. Désormais, ils consultent des vidéos de personnalités qui proposent une information dite alternative. Hello les amis, nous sommes comme Sylvano Trotta, le gouvernement continue à déclarer la guerre au peuple français. un entrepreneur alsacien qui relaie ce genre de théorie. Ici, vous avez vente d'enfants en ligne sur Amazon, eBay et Etsy impliqués dans le trafic humain, l'élite pédosataniste qui domine ce monde. Alors, évidemment, tout ça, c'était dans les théories du complot. Hein, quand on ne comprend pas, on dit que c'est une théorie du complot. Ou encore Jean-Jacques Crèvecoeur, qui sur sa chaîne privée tient ce type de discours. Refuser les tests. Et si c'était une opportunité d'aller déposer tout près de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière qui protège le cerveau, des nanoparticules. Alors, à l'automne 2020, Catherine et Gérard n'ont pas hésité à débourser 1 000 € pour soutenir un projet de documentaire qui promet de dénoncer des corruptions, des manipulations au plus haut sommet de l'État. Hold Up. Visionné par plus de 6 millions d'internautes, le film développe une thèse. La pandémie serait un instrument des élites pour asservir les peuples. Dès sa sortie, de nombreux universitaires et journalistes pointent des dizaines d'affirmations fausses ou non fondées dans Hold Up. Un travail minutieux de vérification qui n'a fait que renforcer Catherine et Gérard dans leurs convictions. La vérité est ailleurs. Vous regardez, le Hold Up a peut-être été le film qui a fait l'objet probablement le plus de fact-checking par tous les médias. Est-ce que vous avez vu? On a entendu qu'effectivement, il y avait plein de fact-checking, mais ça ne nous intéresse même pas, quoi. Mais parce que ça pue l'arnaque. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est assez évident, c'est à chaque fois, quoi. Est-ce que ça vous a posé question? Vous vous êtes dit, peut-être que effectivement je me suis trompé? Ou est-ce que... Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Non, au contraire, c'est plutôt l'inverse. Hein. Dès qu'on sait que c'est fact-checké, on se dit, on est sur la bonne voie. C'est plutôt ça l'inverse. Hein. C'est l'inverse. Qu'est-ce qui vous ferait gagner confiance dans les médias dits traditionnels? Ouf, là, ça va être dur. Ça va être dur. Je pense que ça passe malheureusement par la disparition des médias mainstream. Je ne vois pas d'autres issues. Aux quatre coins du monde, une vague de défiance déferle sur les médias traditionnels. De nombreux businessmen de la désinformation voient leur audience exploser. Leur fortune aussi. Comme le millionnaire Alex Jones, à la tête du site Infowars. Ou Jim Hoft, dont le site est suivi par des millions d'Américains. Au départ, c'était vraiment un loisir. Mais mon site s'est mis à générer de plus en plus d'argent, à tel point que je gagnais mieux ma vie en écrivant qu'avec mon emploi. Un business qui rapporterait des milliards d'euros chaque année grâce à la publicité. Avec 50 millions de pages vues par mois, 4 publicités par page, on obtient le chiffre affolant de 200 000 € par mois. Avec 50 citoyens, nous avons mené une étude inédite. Hello. Bonjour. Bonjour. Pour identifier des centaines de marques dont les publicités financent des sites relayant des fake news. Est-ce que vous trouvez ça normal, oui Madame, ou non, vraiment, je vous réponds avec... finance des sites de désinformation? Mais je ne sais pas ce qu'est un site de désinformation, je ne sais pas ce qu'est votre étude, je ne sais pas ce dont vous me parlez. Je suis désolé, chère madame. Les enjeux de ce business sont colossaux.
Nous jouons notre démocratie, notre société, la science, la médecine, notre santé. Nos vies sont directement impactées. C'est un fait unique dans l'histoire de l'humanité. Pendant 1 an, nous avons enquêté sur le financement des fake news. Un business très rentable, l'un des plus opaques aussi. Qu'est-ce qui s'est passé précisément là? Je suis désolée, je vais devoir y aller. Il est Très bonne soirée. Au revoir. Bon, ok. D'accord, j'enregistre tout. Pourquoi le gouvernement a-t-il déclaré la guerre à un virus et désarmé les médecins en première ligne? Pourquoi menacer et poursuivre maintenant ces médecins qui veulent soigner et les traiter d'apprentis sorciers? Cette voix a résonné dans les oreilles de millions de Français. Comment justifier tous les dégâts psychologiques, psychiatriques d'une population mondiale soumise au diktat de la peur imposée par des médias de masse, devenus les relais d'une propagande d'État? La voix de Pierre Barnérias. Cet ancien journaliste de télévision est l'auteur de Hold Up. Pierre Barnérias enregistre une seconde version de son documentaire. Pierre. Ok, ça marche. C'est parti. Car il estime avoir de nouveaux éléments pour prouver la manipulation qu'il entend dénoncer. Avec... Oh punaise. Ah, je suis mal. Ah, c'est foutu. Non, je vais tout reprendre. Quand j'ai découvert qu'il y avait plein de gens, de présidents qui parlaient d'une gouvernance mondiale, qui parlaient de gouvernement mondial, j'ai découvert les propos de Sarkozy en 2014, j'ai découvert des propos de Hollande, enfin, pourquoi un gouvernement mondial? À quoi ça sert? Et non, et dès qu'on évoque ça, dès qu'on évoque une gouvernance mondiale, ça y est, on devient complotiste. S'il rejette les accusations de complotisme, Pierre Barnérias en est convaincu. Des élites ont créé cette pandémie pour prendre le contrôle de l'humanité. Pour moi, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent arriver à ce contrôle total des populations, et ça passe par le pass sanitaire. Quand il y a 9 mois, on disait tiens, peut-être que le but, c'est d'avoir un pass sanitaire qui permettra à tout le monde d'être un QR code. Moi, j'ai pas envie d'être un QR code, je suis désolé. Je disais la définition du mot complot. Et complot, c'est projet concerté secrètement afin de nuire. Est-ce que, finalement, par le film, vous ne pensez pas que cette pandémie est un complot? Ce film, encore une fois, le mot complot, il est biaisé aujourd'hui, donc j'ai même pas envie de l'utiliser, même si vous avez envie de me le faire dire. Non, c'est parce qu'effectivement, quand je le lisais, je me disais, finalement, cette idée que des élites viennent pour nous imposer un contrôle social, etc. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas là dans un complot? De toute façon, pour moi, le complot, c'est quelqu'un... Alors encore une fois, on ne s'entend pas. J'entends la définition. Dans les textes, le plus grand comploteur, le plus grand dans les textes bibliques, on va dire, le plus grand comploteur, c'est Satan. Voilà, c'est Satan, le mal qui aujourd'hui a des églises un petit peu partout à Paris, donc c'est pas du fantasme. Voilà, vous avez Hellfest, vous avez des festivals de l'enfer, de machin, de trucs. Voilà. Maintenant, qu'il ait on va dire des relais sur Terre avec des gens puissants, c'est évident. Pour moi, c'est évident. Maintenant, de là à dire qu'aujourd'hui, on est dans un combat entre les forces visibles et invisibles et que la pandémie serait le signe de ce complot, j'en sais strictement rien. La seule chose que je sais et que je montre, c'est que là, on réduit les libertés, on va tuer des gens, pas par centaines, pas par milliers, mais bien plus. Malgré les erreurs et approximations relevées dans son film par des journalistes et des universitaires, Pierre Barnérias maintient tous les propos tenus dans Hold Up. Il y a quand même eu quoi? Il y a quand même eu des dizaines de fact-checking sur votre film. Ouais, qui s'avèrent tous faux, ça vous pose pas de questions, ça? Comme son scoop. Regardez. La supposée création du coronavirus par l'Institut Pasteur. J'ai repris exactement le même avec les 1, 2, 3... Une accusation qui a poussé l'Institut Pasteur à saisir la justice et qui repose sur les affirmations de Jean-Bernard Fourtillan, ce pharmacologue à la retraite, interviewé dans son film. Par qui a été fabriqué? Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Pour le professeur, aucun doute.
Le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à Wuhan ou ailleurs. Le coupable de la Covid-19 a bien été trouvé. Interné l'an dernier en hôpital psychiatrique, le professeur Jean-Bernard Fourtillant est poursuivi par la justice pour des essais cliniques illégaux. Une accusation qu'il conteste. Il testait alors un traitement pour soigner Alzheimer et Parkinson, qu'il aurait découvert suite à une révélation divine. Et ce n'est pas le seul expert dont le CV pose question. La question qui se pose, c'est aussi celle de la sélection des intervenants. Quand on voit effectivement que le professeur Fourtillant, qui est présenté comme un spécialiste des brevets, c'est un anti-vaccin quand même qui était interné pour des essais cliniques sauvages. Il y a un autre intervenant, Sylvain Autrota, qui est persuadé qu'il existe un complot organisé par des pédosatanistes, qui croit aux abductions d'extraterrestres. Jean-Dominique Michel, qui a un flou qui entoure son parcours. Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est cité, qui est lui surveillé pour dérive sectaire. Est-ce qu'à un moment donné, la question qui se pose, c'est pas pourquoi vous leur faites plus confiance à eux qu'à des professionnels dits sans histoire? Sans histoire, des professionnels sans histoire et qui sont achetés par l'industrie pharmaceutique, qui ont des conflits d'intérêts. Est-ce que le professeur Fourtillant a des conflits d'intérêts? Aucun. Est-ce que Sylvain Autrota, là vous êtes en train de déglinguer Sylvain Autrota parce qu'il aurait dit que les extraterrestres... J'en ai rien à foutre des extraterrestres, j'en ai rien à foutre que la Terre soit plate. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dénonce concrètement avec des faits qui sont vérifiables. Elle est là, moi je ne m'intéresse pas aux personnes. Est-ce que quand on choisit un interlocuteur, on ne se pose pas quand même la question de sa légitimité à parler? Oui, pour moi, Fourtillant, il était complètement légitime. Bien sûr qu'il était légitime. Là, vous me demandez de vérifier vous. Moi, je veux dire que je prends effectivement des gens que je trouve compétents et que je ne prends pas des gens qui viennent de nulle part. Enfin, j'ai les prix Nobel, des professeurs, ça va. Je ne vais pas vérifier mot pour mot si effectivement tout ce que disent, parce que personne ne le fait, et vous le savez très bien, aussi bien que moi, vous n'avez jamais vérifié tous les propos des personnes que vous interviewez. Ça veut dire que vous ne vérifiez pas tous les propos de vos intervenants, alors? C'est impossible. Vous voulez vérifier tous les propos de vos intervenants, vous les vérifiez? Systématiquement. Très bien. Bravo. Les approximations et fausses informations que la presse a relevées dans son film n'entachent en rien la confiance des fans de Pierre Barnérias. En mars dernier, ils se sont donné rendez-vous dans un cinéma parisien, en théorie fermé à cause de l'épidémie, pour rencontrer celui qu'ils considèrent désormais comme leur héros. Pierre, merci. Merci à toi. Arnaud. Je suis obligé de faire des grimaces. C'est pas encore... Une projection privée réservée à ceux qui ont signé les plus gros chèques pour soutenir Hold Up. Donc il me suit depuis... Le film a été entièrement financé par son public. Sans autorisation signée en 4 heures. Merci aux contributeurs. Donc vous représentez les 5000, ceux qui sont là, les 5000 contributeurs, qui grâce à vous, le film a pu exister. Ce qui est vraiment beau, et ça je vous le dis, c'est que ça a suscité un engouement incroyable. On a reçu aussi des chèques, on a reçu à peu près 30 000 € quand même de chèques en tout. C'est énorme. Et moi, j'ai vraiment besoin de vous remercier parce que moi, j'étais perdue. Et quand j'ai vu cette lumière-là de ce film, j'ai tout de suite compris que je pouvais servir à diffuser ma vision des choses et que j'étais pas seule à le penser aussi. Moi, ça m'a fait apaiser la tension intérieure quand j'ai vu que ça se mettait en place. Essayez de fédérer tout ça parce que l'union fait la force. Et si on arrive à faire front sans violence, on les met à genoux. Voilà. Allez, bon film en tout cas et merci. En quelques mois, Pierre Barnérias a réussi à récolter plus de 300 000 € de dons. Et si l'objectif final... Mais il nous l'assure, avec Hold Up, il est à peine rentré dans ses frais. À qui profite le crime? Pour financer son prochain film, Pierre Barnérias compte bien mettre à nouveau ses fans à contribution. Moi, je ne dépends pas ni de France Télévisions, je ne dépends pas ni de TF1, je n'ai aucune source de financement que le public. Que je sais que maintenant j'ai une communauté et de toute façon, pour mes prochains films, je vais réussir je pense, à lever de l'argent parce que je sais que maintenant, j'ai complètement confiance dans le système. Si le film est bien, il y aura du monde. Bon retour en tout cas, et merci encore de votre soutien. Alors attends. Les contributeurs qui ont soutenu Hold Up ont pour la plupart fait un don,
sur des plateformes de financement participatif. Des sites internet qui permettent à tout citoyen de soutenir des projets en lesquels il croit par le biais de cagnottes. Ulule est l'un des leaders dans le domaine. Lancée il y a 11 ans, la plateforme héberge aujourd'hui plus de 400 projets et touche une commission lorsqu'ils aboutissent. En un mois et demi, HoldUp a récolté plus de 182 000 € de dons, ce qui a rapporté plus de 7 000 € à la plateforme. Un succès qui embarrasse encore aujourd'hui Alexandre Bouchereau, le PDG de la start-up. Oui, apparemment, ils sont très contents avec lui, ça se passe bien apparemment. Est-ce que vous ne pensez pas avoir été le moteur financier d'un film qui a multiplié les contre-vérités? On est désolé que ce projet se soit lancé sur Ulule. On aurait préféré ne pas. Maintenant, c'est pas nous qui avons permis à ce projet de se faire. C'est les internautes. Non, mais c'est vraiment important. Parce qu'en fait, ils auraient pu faire ça aussi ailleurs. Alexandre Bouchereau a décidé de reverser l'intégralité de sa commission à une association qui soutient la presse indépendante en ligne. Le PDG d'Ulule dit regretter avoir contribué au financement de HoldUp. Ce n'est pas le cas de son concurrent, la plateforme Tipeee, gérée par Jonas Marie et Michael Goldman. Pour revenir sur l'histoire HoldUp, concrètement, moi je reçois, je sais pas, 20 textos, 30 coups de fil un soir, dont le ministère qui m'appelle, pour me dire machin, il y a HoldUp, tout ça, il y a un. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est pas est-ce que vous allez le garder, c'est est-ce que tu le vires ce soir ou demain. C'est vraiment, il n'y a pas de sujet, quoi. D'ailleurs, toutes les plateformes ont viré HoldUp. Et nous, effectivement, on n'avait aucune idée de ce que le film contenait. Et effectivement, c'est Jonas qui s'est dévoué pour le regarder. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que c'est juridiquement attaquable ou pas. Et Jonas est ressorti de là en nous disant... Bon, on va passer sur tes commentaires sur le film lui-même, mais globalement, c'était, d'après moi, je ne vois rien qui soit juridiquement attaquable. Et là, pour nous, ça devient limpide. On se dit, OK, bon, on va passer vraiment des semaines pourries, mais on va le garder. En quelques jours à peine, les compteurs de T-Prod, la production du film, s'affolent. Plus de 158 000 € de dons, versés par plus de 8 000 fans du film. La plateforme offre plus qu'une simple cagnotte. Elle permet aussi aux particuliers de verser des dons réguliers à des créateurs de contenu. Et visiblement, Tipeee n'est pas très regardant sur les propos qu'ils tiennent sur Internet. Parmi eux, Léonard Sojli, le fondateur du site internet 17. Convaincu qu'un réseau pédophile sataniste dirige le monde. Et voilà, qui explique par exemple que les anti-masques sont marginalisés exactement de la même manière que les juifs en 40, que les Black Lives Matter sont... Le youtubeur, fils de pangolin, qui compare le passeport sanitaire à un crime contre l'humanité. Dernier exemple, Salim Laibi, alias le libre penseur. Salim Laibi, qui a un projet... Ah donc on va vraiment tous les faire. Et qui a eu... Un dentiste marseillais qui incite sa communauté à se rebeller contre une élite criminelle et dénonce régulièrement ce qu'il appelle la mafia juive. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression ne doit pas avoir de limite? Et si vous me demandez mon avis, est-ce que je suis content, moi, Michael Goldman, d'avoir un antisémite sur mon site? Qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte comme réponse? Enfin, ça tombe sous le sens. Le fait que vous me posiez la question aujourd'hui, le fait que je sois obligé de me défendre, moi, je ne fais que perdre du temps et de la réputation à faire ça. Mais c'est parce que ce monsieur, qui n'a pas été condamné a priori, est sur le site, que je peux dire à tous les autres, sachez que si vous êtes sur Tipeee et que vous n'avez pas été condamné par justice, vous pourrez venir ici tranquillement, on vous foutra jamais dehors. C'est le prix à payer, en fait. Voilà, je pense que vous pouvez me faire une liste de 73 mecs non condamnés qui sont antisémites ou qui pensent que le ciel est vert et que c'est une... Enfin, voilà, que la Terre est plate. J'aurais toujours la même réponse à vous apporter. On ne voudrait pas trancher le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bon du mal, le bien du mal, pardon, sur des domaines aussi divers que l'histoire, la médecine, la politique, etc., etc. Mon rôle, c'est d'accompagner toutes les paroles pour qu'elles aient les moyens de débattre entre elles. C'est pas à moi de trancher ces questions-là. En fait, j'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste. J'assume tout ce qu'il y a sur ce site parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent,
Je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site. Et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur le site. Voilà. Comme Ulule, Tipeee touche une commission sur chaque cagnotte. Grâce à Hold Up, l'entreprise de Michael Goldman et Jonas Marie a gagné près de 10 000 €. Il existe une autre source de financement pour les producteurs de fausses nouvelles, beaucoup plus lucrative encore, et qui semble échapper à tout contrôle. Ce marché, c'est celui de la publicité. Dans cette banlieue aisée de Saint-Louis, dans le Missouri, nous avons rendez-vous avec un homme parti de rien, qui a aujourd'hui fait fortune. Son nom, Jim Hoft. Allez, on change de bras. Dans sa ligne de mire, les médias traditionnels, qui l'accusent de produire des fake news. Mais après des semaines de négociations, il a accepté de répondre à nos questions. Jazz, tu peux monter le son des infos, s'il te plaît? Il dirige l'un des sites conspirationnistes les plus influents des États-Unis. Avec son audience de 50 millions de pages vues chaque mois, Jim Hoft en est convaincu. Il joue désormais dans la cour des grands. Le trafic de mon site ne cesse d'augmenter. Celui de Fox News est en baisse sur certaines émissions. Vous pensez que vous pouvez faire plus d'audience qu'eux? Vous savez quoi? J'ai vu que le présentateur Greg Gutfeld, sa nouvelle émission sur Fox News, ne fait que quelques millions de vues. Notre site à nous fait 2 500 000 vues par jour. Donc vous voyez, on concurrence certaines de leurs émissions. Né dans une famille défavorisée, ah, il y a la petite cloche qui sonne. Il est 2 heures. Jim Hoft est très fier de nous faire visiter sa luxueuse villa et sa collection d'antiquités. Vous trouvez pas ça incroyable? C'est de l'art français. Là, il y a ma salle de billard. Sa fortune, cet ancien cadre des ressources humaines l'a bâti sur une machine à cash qu'il a créée au début des années 2000. Le Gateway Pundit. Un vrai site d'information selon lui, qu'il anime avec une petite dizaine de rédacteurs. Merci, Jazz. Salut, Joey, comment ça va? Bien, et toi? Je trouve que tu fais un super boulot. Merci, merci. On en parle plus tard. Allez, salut. Du super boulot. Et pourtant, nous n'avons pas eu à chercher longtemps sur son site pour trouver ce genre de fausses informations. Les masques sont inefficaces pour bloquer la transmission du Covid-19 et peuvent provoquer une mort prématurée. Une vidéo de Joe Biden appelant à un djihad musulman a été créée, traduite, promue et approuvée par le gouvernement américain. Jim Hoft est un fervent partisan de Donald Trump, dont il ne reconnaît toujours pas la défaite aux dernières élections. Est-ce que votre travail se base sur des faits? Oui, mais on est aussi un média d'opinion. Et on aime bien que nos opinions soient vraies. On a vu des informations assez étonnantes sur votre site, comme les masques qui seraient totalement inefficaces, ou Joe Biden qui appelle au djihad. Est-ce que c'est vrai? C'est correct? En tout cas, personnellement, je pense que les masques forment une barrière qui nous protège. Et Joe Biden, le truc avec les musulmans, alors là, je ne me rappelle pas de cette histoire. Vous savez, on a publié quasiment 100 000 articles ces dernières années. Mais celui-là, ok, je vais me replonger dans celui-là. Jim Hoft joue les amnésiques. Mais certains de ces articles, publiés sans vérification, ont eu de lourdes conséquences. Le 12 août 2017, à Charlottesville, une voiture bélier fonce sur des manifestants venus protester contre l'extrême droite locale. Une jeune femme est tuée sur le coup. 30 personnes sont blessées. Aussitôt, le site de Jim Hoft publie cet article. L'auteur de l'attaque était un manifestant anti-Trump, Joel Vangeluve. La photo de Joel Vangeluve circule sur les réseaux sociaux.
Mais cette accusation, qui visiblement repose sur des tweets anonymes, est totalement fausse. Depuis, le véritable coupable de l'attaque à la voiture bélier a été arrêté et condamné. Mais Joël Vangeluve, accusé à tort, vit toujours sous le poids du soupçon. Ça parle d'un monstre du Midwest. C'est comme ça que je me suis senti, que j'ai été perçu. Dans ces cas-là, on ne sait pas quoi dire, pas quoi faire. On a juste envie de crier. On se sent comme un monstre. Tout ça vient de mon histoire personnelle. Après la parution de l'article de Jim Hoft, ce livreur de pizza a reçu de nombreuses menaces. Va pourrir en prison, sale fiotte, tu vas finir en tôle. Quelqu'un m'a dit qu'il allait venir de l'Ohio avec son gang pour me donner une bonne leçon. Ça fait peur parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas du tout s'ils bluffent ou s'ils vont passer à l'action. Des menaces prises très au sérieux par la police, qui place sa famille sous protection. Le jeune homme plonge alors dans la dépression. Je dois vivre avec le fait d'avoir été mis en cause dans cet attentat. Il y a encore des gens qui m'associent à ce crime. Je trouve que c'est vraiment irresponsable de m'avoir mis en danger, d'avoir mis ma famille en danger. Vous savez, tout ça sans avoir vérifié ces informations, sans avoir pris en compte ce qui aurait pu m'arriver. Pensez-vous que Jim Hoft réalise la portée de son acte? Non, parce que vous savez, les gens comme lui ont plein d'argent. Ils savent qu'ils peuvent dire absolument n'importe quoi. Ils n'ont pas peur des répercussions. Ils savent très bien que leurs articles peuvent rapporter beaucoup d'argent. Plus l'histoire est croustillante, et plus ils font de vues. J'imagine que le personnage que je suis les a bien aidés. J'avais vraiment la tête du client. Joël et sa famille ont porté plainte contre Jim Hoft, qui a accepté de leur verser plusieurs milliers de dollars de dédommagement. Je voudrais vous parler du cas de ce jeune homme. Est-ce que vous voyez qui c'est? Ça ne me dit rien du tout, non? Il s'appelle Joël Vangeluve. Vous le connaissez? Non. Dites-moi, s'il vous plaît. Nous avons écrit sur lui, c'est ça? Oui, vous avez écrit « L'auteur de l'attaque était un manifestant anti-Trump, Joël Vangeluve. » Ah oui. Alors qu'il n'était pas l'auteur de l'attentat. D'accord. Ah oui, c'est bon. Alors écoutez, on a mis cet article en ligne et on l'a retiré au bout de 15 minutes. Et la semaine d'après, les médias traditionnels ont repris l'histoire, ils en ont fait leur chou gras, évidemment. Est-ce que vous réalisez l'impact que peut avoir ce genre de fausses allégations que vous propagez? C'est sûr, ça a dû le blesser. Mais on lui a versé de l'argent. C'est ma façon de m'excuser. C'est une bonne façon de s'excuser, non? Est-ce que vous considérez que vous participez au business de la désinformation? Non, absolument pas. Ce n'est pas illégal ce qu'on fait, vous savez. Ici, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, et il faut qu'ils le fassent. Mais c'est pas un crétin de Google qui va les faire taire. Je suis pas nazi, mais les nazis ont tout à fait le droit de s'exprimer. Si on perd la liberté d'expression, et on est vraiment en train de la perdre, on perd tous les principes fondateurs de l'Amérique. Et c'est fondamental pour moi. Au Gateway Pundit, nous sommes à la pointe du combat pour la liberté d'expression. On veut sauver l'Amérique parce que, et ça je pense que les Européens vous ne comprenez pas, parce que l'Amérique est à la pointe du combat pour la liberté d'expression. Et si nous échouons dans cette mission, alors le monde entier court à sa perte. Donc franchement, allez vous faire foutre. Fin de l'interview. Hey, Jazz.
Mais Jim Hoft nous a offert un petit cadeau d'adieu. Ce montage photo de notre journaliste, publié sur son site, destiné à illustrer un article sobrement intitulé « Une organisation liée à Bill Gates envoie un joli appât français pour démolir le Gateway Pundit. » Mais elle a lamentablement échoué et est rentrée chez elle. Dommage, car nous avions encore une dernière question à poser à Jim Hoft. Combien son site internet, consulté par des millions d'internautes, lui rapporte-t-il chaque année? Pour faire le calcul, nous nous sommes adressés à un spécialiste. Laurent Nicolas analyse les publicités digitales depuis 23 ans. Et des publicités, il y en a beaucoup sur le site de Jim Hoft. Ok. Donc là, à droite, ouais, vous nous montrez? Ici, on est sur un site très connu de désinformation. Et on voit, il y a de la publicité qui apparaît ici. Sur chaque article, nous comptons 4 publicités en moyenne. Comme ici, cet encart pour la marque de cosmétiques Yves Rocher. Une publicité comme celle-ci, toute seule, ne rapporte que 0,1 centime en moyenne au site. Donc ça veut dire qu'il faut 1000 publicités comme celle-là pour que le site gagne 1 €. Donc on est sur des très petits montants unitaires, mais certains sites font des très gros volumes. Le site présente ici ses propres statistiques. Donc on va les voir. Donc avec 50 millions de pages vues par mois, 4 publicités par page en moyenne, et un coût de 0,1 centime par publicité. On obtient le chiffre affolant de 200 000 €. Donc ce site peut gagner grâce à la publicité aux alentours de 200 000 € chaque mois. Soit plus de 2 millions d'euros par an pour la machine à cash de Jim Hoft. Je pense que la question du financement de la désinformation n'a pas du tout la place qu'elle mérite. On est quand même sur un problème de société majeur qui impacte les politiques publiques, qui impacte les élections. Et il faudrait vraiment que le marché publicitaire prenne la mesure du mal qui est fait à la société avec le financement de ces sites. Car des publicités pour des grandes marques, nous en avons trouvé sur tous les sites publiant des fake news que nous avons consultés. Ces croquettes pour chat. Les croquettes pour chat canaillou. Intermarché et ces croquettes pour chat canaillou sont à prix cassé sur le site Wikistrike, au-dessous de cet article qui affirme « Le sida et d'autres virus ont bien été créés en laboratoire par les États-Unis dans un but génocidaire. » Orange vous vend une application de transfert d'argent sur le site américain Breitbart, qui titre « Le réchauffement climatique est un mythe ». Quand on les additionne, les sommes encaissées par les sites de désinformation pourraient représenter plus de 2 milliards d'euros par an selon NewsGuard, une entreprise dont l'activité consiste à évaluer la fiabilité des informations qui circulent sur le net. Intermarché. Comment les publicités de grandes marques peuvent-elles s'afficher aux côtés de fake news? Sur le web, les annonceurs ne choisissent pas toujours les sites sur lesquels leurs campagnes vont apparaître, mais ils ciblent les publics qu'ils veulent toucher. En fonction de votre âge, de votre sexe et de vos récentes recherches sur le web, les publicités sont personnalisées. Si vous êtes en train de préparer un petit séjour entre amis, voilà les marques qui pourraient par exemple vous cibler. Si vous attendez votre premier enfant, si vous souhaitez changer de voiture. Ces publicités peuvent vous suivre sur les sites que vous consultez, y compris donc sur ceux qui véhiculent des thèses conspirationnistes. Les marques s'affichent-elles en toute connaissance de cause sur ces sites? Peuvent-elles les éviter? Ok, top, super. Merci. Pour Pierre-Albert Ruquier, la réponse est oui. Mais tout serait une question de volonté. Hello, bonjour. Avec Stanislas Motte, son associé, Pierre-Albert a mis au point des algorithmes permettant aux marques d'identifier et d'exclure les sites de désinformation de leur campagne.
Alors dans cette colonne-là, c'est la liste des entreprises qui sont prospectées. Et ici, eh bien, les emails qui ont été envoyés. En 2018, ils ont contacté plus de 200 entreprises concernées par le problème. Et voilà ce qu'on leur a répondu. Un jour, on s'est retrouvés dans une salle de réunion à présenter notre solution. On avait devant nous une grande table avec, en gros, quasiment tout le service communication d'une grande entreprise auquel nous avons expliqué ce qu'on faisait. Et on avait peut-être 12 personnes du service communication de cette boîte. Eh bien, tous ces gens-là nous ont écoutés un peu ébahis. Et puis, la première réaction a été de nous dire « Ah, ce que vous nous dites là, c'est anxiogène ». Ils ont refermé le bouquin et ils ont préféré fermer les yeux. Et cette boîte-là, on n'a jamais travaillé avec eux et on ne les a jamais revus. Résultat, plus de 90% des marques contactées n'ont pas donné suite. Nous ne disposerons pas de votre proposition. L'ADN d'une entreprise, effectivement, certaines, avec toute franchise, nous l'ont dit. Écoutez, moi, notre métier, c'est de vendre du yogourt. Donc, aller financer de la désinformation, si quelque part, ça peut me rapporter du client, pourquoi pas? Une marque qui veut vraiment éviter que ces campagnes publicitaires se retrouvent sur des sites internet pourris ou vraiment problématiques, elle peut le faire. Et il y a certaines marques qu'on ne voit jamais, et pourtant qui font des campagnes publicitaires sur le web, qu'on ne voit jamais sur ce type de site. Voilà, ça c'est qui reviennent le plus. Quelles marques françaises financent aujourd'hui des sites publiant de fausses informations? Pour en identifier un maximum, nous avons décidé de lancer une expérience d'une ampleur inédite. Bonjour, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Pas de problème. En avril dernier, nous avons passé un appel sur les réseaux sociaux pour recruter un panel de citoyens, de tous âges et de tous milieux sociaux. Bonjour. Hello. Bonjour. Bonjour. Salut à tous, merci. Bruno, je suis à Toulouse et je suis retraité. Ok. Merci. Alors moi, je suis enseignante en région parisienne. D'accord. Je suis informaticien et je suis de Montpellier. Ok, ensuite... Nous leur avons demandé de naviguer sur une vingtaine de sites, épinglés à plusieurs reprises pour leur contenu trompeur, par de multiples organismes de vérification de l'information. Comme ce site, qui dans cet article suggère que le jus de carotte pourrait guérir le cancer. Ou celui-ci, qui reprend les propos d'un homme politique selon lequel la famille Rothschild contrôlerait la Banque mondiale et le gouvernement américain. Entre mai et juin dernier, nous leur avons demandé de faire des captures d'écran de toutes les publicités qui s'y affichaient et de nous les envoyer. Résultat, après 7 semaines d'expérience, notre panel a capturé plus de 10 000 encarts publicitaires de plus de 1000 marques différentes. À première vue, tous les secteurs économiques sont concernés. Salut. Les marques qui apparaissent souvent chez moi, c'est Bouygues Télécom, Hyundai, Volkswagen, Lidl, le comptoir allemand, Vinci Immobilier, plusieurs fois. Alors je ne sais pas si c'est des sites complotistes, etc., qui ont voulu m'envoyer un message, mais dans le coup, beaucoup de Weight Watchers, alors je ne sais pas pourquoi. D'accord. J'ai eu beaucoup Carrefour, Lancel, Monoprix. Il y avait aussi La Poste prise. Grâce à cette expérience, nous avons pu établir un classement des marques les plus présentes sur la vingtaine de sites que notre panel a consultés entre mai et juin dernier. Voici notre top 5. La Poste, 173 publicités. Bouygues Télécom, 195. PayPal, 198. Orange, 205. Abritel, 545 publicités. Échappez-vous avec Abritel HomeAway. La réalité ne vous rattrapera pas, donc laissez-la. Contacté, le spécialiste de la location de vacances et leader de notre classement nous a fait savoir. Nous appliquons des contrôles stricts de sécurité pour nous assurer que nos annonces ne sont pas diffusées sur des sites dont le contenu serait inapproprié. Dans les cas où nous remarquons la présence de nos annonces publicitaires sur des sites contraires à nos valeurs, nous prenons les mesures adéquates de blocage de ces pages. La plupart des marques nous a formulé la même réponse.
mais seulement par mail. Alors, pour tenter d'en savoir davantage sur leur politique de contrôle, nous sommes allés à la rencontre des plus connectées d'entre elles. À Paris, au salon Vivatech, le plus important salon européen dédié aux nouvelles technologies. Quatre jours de débats et de conférences, durant lesquels les patrons des plus grandes entreprises viennent faire la promotion de leurs dernières innovations. Des entreprises comme Carrefour, Orange, La Poste, qui se sont retrouvées dans le top 15 de notre classement. Par mail, La Poste nous a fait savoir qu'elle mettait tout en œuvre pour lutter contre ce problème. Devant notre caméra, son directeur général adjoint sera-t-il plus loquace? Juste pour France Télévisions, rapidement, j'ai une petite question. En fait, je travaille sur la désinformation. On a fait une petite étude sur une vingtaine de sites avec 50 citoyens. C'est des sites de désinformation. Et pour voir quelles étaient les marques qui s'affichaient le plus dessus. Et La Poste est une des marques, je suis désolée de le dire, qui s'affiche le plus sur des sites de désinformation. Je voudrais juste savoir comment ça se fait. Mais juste, c'est un problème ou pas? Salut Jacques. Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, a quant à lui peu de temps à nous consacrer. Est-ce que vous trouvez ça normal, oui Madame, ou non, vraiment, je vous réponds avec... finance des sites de désinformation? Mais on ne va pas le faire debout, je ne sais pas ce qu'est un site de désinformation, je ne sais pas ce qu'est votre étude, et je ne sais pas de ce dont vous me parlez, donc je peux malheureusement pas... Mais je l'ai expliqué au service presse, ça fait 3 semaines que j'attends la réponse. Pas moi, madame, et pas debout en train de marcher, je suis désolé, chère madame. Merci beaucoup de votre question. Depuis, Carrefour nous a écrit. L'enseigne affirme elle aussi qu'elle fait le maximum pour exclure les sites complotistes de ses campagnes. Non mais c'est un vrai sujet, c'est juste... Chez Orange, une seule ligne, celle du silence. Donc là, par exemple, l'idée c'est de guérir le cancer avec des carottes. En fait, si vous voulez déjà, à partir du moment où vous avez déjà une réponse du service de presse qui ne souhaite pas répondre, moi je ne suis pas en capacité de vous répondre, vous comprenez ce que je veux dire? Merci. Une seule marque a finalement accepté de nous recevoir. Il s'agit d'un grand opérateur téléphonique, dans le top 5 de notre classement, Bouygues Télécom. Nos enquêteurs citoyens ont vu le petit logo de Bouygues s'afficher 195 fois sur des sites diffusant de la désinformation. Bonjour. Bonjour. Du coup, on s'est installé juste là-bas. Ça marche, on y va? Ouais. Parti. Qu'en pense Tanguy Moillard, le directeur de la communication du groupe? Il gère les campagnes publicitaires de l'opérateur téléphonique. Je sens que vous allez montrer tout ce qu'on déteste et tout ce qu'on essaye de fuir toute l'année. Celui-là, je ne le connais pas, mais c'est bien nos pubs. Je ne connais pas non plus, mais c'est bien nos pubs et c'est la même campagne. Bill Gates veut mettre en place des micropuces pour aider à lutter contre des maladies comme le coronavirus. Bon, un bel exemple de désinformation. Le coronavirus, c'est une arme de guerre américaine pour détruire la Chine et en voici la preuve. D'accord, bon, on est globalement sur le complotisme lié au coronavirus, là. Vous étiez au courant de ça, justement, notamment du fait que vos publicités s'affichent sur ces sites-là? Alors, je suis totalement au courant qu'il est possible que nos publicités finissent sur des sites de ce type. Ceux-là, pour le coup, je ne les connaissais pas. Il y a parfois, dans les sites que vous m'avez montrés, des choses qui sont complexes, parce que dans la désinformation, souvent, ce qui est malin, c'est qu'il y a de vrais articles et de faux articles. Et c'est le mélange des deux qui fait qu'on ne sait plus très bien où on est. Le vrai article va donner une crédibilité au site et va faire passer les faux derrière. C'est pas toujours si simple que ça. Là, dans notre étude, Bouygues Télécom apparaît dans le top 5 des marques qui s'affichent le plus sur des sites de désinformation. Comment vous expliquez ça? On est un gros annonceur en France et on a une part très importante de nos investissements médias qui vont sur Internet. Donc, proportionnellement, forcément, on délivre des centaines de millions d'impressions. Et d'après nous, les stats qu'on a, on a probablement sur le dernier semestre 1 million d'impressions qui sont faites sur ce type de site qu'on essaye de fuir. Donc 1 million d'impressions à l'échelle de ce que nous on délivre, en vrai c'est tout petit. Forcément c'est très impressionnant quand on fait un bilan. Est-ce que du coup vous vous engagez à retirer vos budgets publicités pour ces sites-là justement? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Chez Bouygues Télécom, on plaide non coupable.
Et on renvoie la faute sur l'agence de publicité qui pilote ses campagnes. Mais la responsabilité de l'achat de l'espace, elle est bien contractuellement dans nos agences. On leur demande de nous assurer à 100% que notre marque doit être diffusée dans un environnement qui est respectueux de la légalité, évidemment, mais respectueux de nos valeurs de marque. Donc s'il y a une erreur humaine de paramétrage en chemin, c'est bien là-bas qu'elle se trouve. Vous travaillez avec quelle agence de publicité? Donc nous travaillons avec le groupe Publicis. François. Vous m'enverrez la liste? Comme ça je pourrais faire le ménage. Ouais. Le ménage semble avoir été fait, mais pas complètement. 3 mois après notre interview, nous avons encore retrouvé une poignée d'encarts Bouygues Télécom sur un des sites de notre liste. Pour gérer ces publicités, Bouygues fait appel au numéro 3 mondial du secteur, Publicis. 80 000 collaborateurs dans plus de 100 pays. Plus de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cette multinationale prend en charge la communication de plus d'une quinzaine d'entreprises cotées au CAC 40. Mais elle a mis du temps à communiquer avec nous. Je vais demander de vous asseoir. Oui. Ouais, comme ça. Nous avons finalement réussi à décrocher une interview de 20 minutes avec Swad Agmir, la directrice de la stratégie digitale de Publicis. Vous montrer ce qu'on a trouvé. Vous pouvez regarder quel site on a trouvé. Très bien. Ouais, tout à fait. Alors déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on remette des proportions en perspective. Là, on a combien de pages? On va voir peut-être une centaine de pages. D'accord. Une centaine de pages, donc une centaine d'impressions. Si on traduit ce volume d'impressions en investissement financier, nous avons ici 10 centimes dans ce bloc. Nous avons ici 10 centimes d'investissement financier. Donc c'est important de remettre en perspective les proportions. Maintenant, c'est un... Ouais, oui, si je peux me permettre, parce que nous étions 50, on en a trouvé 200 encarts. Si demain on avait été 100 000, 200 000, vous pouvez imaginer que ça faisait plus que 10 centimes, quoi, voilà. Alors, c'est un travail intéressant d'avoir mis 50 personnes pour scanner le web, mais je vais vous avouer que chaque jour, on achète des milliards et des milliards et des milliards d'impressions. Et que malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Le système n'est pas infaillible. C'est pour ça qu'il faut la compléter pour qu'elle soit la plus parfaite possible avec une méthodologie humaine. Et on travaille en partenariat avec d'ailleurs un collectif de journalistes représenté par la société qui s'appelle NewsGuard. Les équipes de NewsGuard, des journalistes, évaluent des milliers de sites et leur attribuent un code couleur en fonction de leur degré de fiabilité. Quand c'est vert, comme pour le site du Monde ou de France Info, le site est réputé fiable. Quand c'est rouge, comme pour le Gateway Pundit, le site pose des problèmes de crédibilité selon NewsGuard. Après vérification, tous les sites sur lesquels nous avons trouvé des publicités de Bouygues Télécom, clients de Publicis, sont bien classés rouges. Vous voyez, c'est juste... Nous, effectivement, sur ces sites-là, la totalité sont classés rouges par NewsGuard. Comment vous expliquez cela? Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, vous reconnaissez qu'il y a eu une erreur dans le processus? Ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons de façon acharnée, tous les jours, pour faire en sorte de protéger les marques dont nous défendons les intérêts. Dans la liste de ces encarts, en fait, on a retrouvé un certain nombre de vos clients. C'est-à-dire qu'on a trouvé Bouygues Télécom, Monoprix, Orange, La Poste, SNCF, qui sont des clients de Publicis, et pour lesquels vous paramétrez, pour un certain nombre d'entre eux, les campagnes de publicité. On a l'impression que c'est quand même le dysfonctionnement a l'air massif. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble des actions qu'on met en place sont l'ensemble des solutions et des méthodologies qu'on met en place pour lutter contre cela sont historiques. Ça fait des années qu'ils existent. On travaille main dans la main avec des journalistes pour que ce soit la démarche la plus parfaite possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé précisément là? Je suis désolée, je vais devoir y aller parce que je m'étais engagée pour un rendez-vous à 17h30 et on a dit qu'il est... Mais c'est la faute de... Enfin, pardon, mais moi, j'ai pas compris, en fait. C'est la faute de qui? C'est quoi? À quel moment ça déraille? Merci, en tout cas, pour votre temps. Merci d'être venu nous voir et de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Bon, ok. Cette interview nous laisse comme une drôle d'impression.
La publicité digitale semble échapper à tout contrôle. Au point que des organisations caritatives se retrouvent à financer des sites qui vont à l'encontre des causes qu'elles défendent. La fondation Arc contre le cancer cherche des donateurs sur ce site pour qui l'eau chaude suffit à guérir la maladie. Le Secours islamique de France, lui, fait un appel aux dons sur le site d'extrême droite de Jim Hoft. Ça me choque parce qu'il est hors de question d'apparaître sur ces sites-là qui sont contraires à ce qu'on fait, à ce qu'on promeut chaque jour, quoi. C'est pas normal, en fait. En tout cas, on fera tout pour ne plus jamais participer à un centime sur leur site. Notre panel nous a aussi envoyé plus d'une vingtaine de pubs pour des services publics. Cet encart de l'assurance maladie ou cette campagne du ministère des Finances. À Bercy, on nous l'assure, des garde-fous sont bien mis en place. Pas d'interview filmée possible, alors nous enregistrons la conversation avec ce cadre de ministère qui ne semble pas être choqué. Que moi, finance publique, je sois sur ce site-là, a priori, ok, je vois bien intellectuellement le problème que ça peut poser, mais c'est pas en lien avec mon sujet. Moi si ma madame Michu, elle lit ce truc-là, et que le jus de carotte soit le cancer, et qu'ils sont nombreux à le lire, et il faut quand même qu'ils déclarent leurs revenus, ces gens. Donc ça reste une audience, on va pas se priver de parler à des gens, vous voyez ce que je veux dire, la limite. Vous voyez la limite de l'exercice. Oui, vous voulez dire que parce que ce genre de site a beaucoup de visiteurs, vous vous autorisez à y aller? Bah, c'est un public. Voilà. C'est une cible, quoi. En tout cas, c'est pas une cible rédhibitoire, vous voyez ce que je veux dire? Et vous pensez pas que du coup ça contribue à alimenter ce secteur de la désinformation? Ah, mais c'est vous qui faites l'enquête. Moi, j'ai pas réfléchi sur le sujet, j'ai pas enquêté sur le sujet. Donc, et qu'à un moment donné, c'est pas mon boulot d'aller pister les 500, 600, 1000 sites sur lesquels ma publicité est susceptible de se retrouver. Merci, au revoir. À ce stade, vous vous posez peut-être la question. Quid des publicités de France Télévisions? Eh bien, sur les 10 000 publicités collectées, nous en avons trouvé 3 sur le site de France Soir. Un ancien quotidien national qui en avril dernier était toujours reconnu par l'État comme un site d'information, mais qui est classé rouge par NewsGuard. Alerté, France Télévisions a immédiatement fait retirer ses contenus de ce site. Couper les financements publicitaires de l'industrie des fake news, est-ce mission impossible? À New York, nous avons rencontré une femme qui a réussi à faire perdre beaucoup d'argent à des sites complotistes, avec pour seule arme un ordinateur et une connexion Internet. Elle s'appelle Nandini Jami. Cette professionnelle du marketing a fondé un collectif d'activistes qui, partout dans le monde, interpellent les marques sur Twitter. Starbucks, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais votre publicité a atterri sur le site Breitbart. Sous la pression, de nombreux annonceurs ont pris conscience du problème. Mais pour définitivement couper le robinet à dollars qui arrose les pros de l'intox, il faudrait, selon elle, qu'une multinationale joue enfin le jeu. La première chose que je fais quand je vais sur un site de désinformation, c'est de regarder les publicités pour voir quelle entreprise se cache derrière. Et c'est Google quasiment à chaque fois. Google est le partenaire numéro 1 de tous les sites internet qui souhaitent se rémunérer par la publicité. Il suffit de cliquer sur cette petite croix en haut d'une bannière pour le vérifier. Le géant américain touche une commission à chaque fois qu'un internaute voit une de ses publicités. Ce service lui a rapporté près de 20 milliards d'euros l'année dernière. Selon Nandini Jami, si Google décidait de ne plus travailler avec des sites complotistes, les producteurs de fake news auraient du souci à se faire. Aujourd'hui, Google est le premier fournisseur de désinformation au monde. Ils permettent à toutes sortes de sites de désinformation d'utiliser leur technologie publicitaire. Je les ai alertés, sollicités pendant des semaines sur Twitter à propos d'un site qui était vraiment dangereux, mymilitia.com. Et ces gens-là ont fini par organiser les émeutes du 6 janvier au Capitole.
Ça faisait des semaines que je les alertais. Et j'ai remarqué que c'est seulement après l'assaut du Capitole qu'ils ont décidé d'enlever la publicité de ce site. Je pense qu'ils peuvent me faire. Est-ce que Google pourrait décider de mettre un terme au financement de ces sites de désinformation? Oh, mais bien sûr, évidemment. Google pourrait mettre un terme à tout l'écosystème de la désinformation. Enfin, s'ils le voulaient. Mais ils perdraient beaucoup d'argent. Grâce aux publicités acheminées par Google, les producteurs de désinformation toucheraient chaque année plus de 86 millions de dollars selon le rapport de l'ONG Global Disinformation Index. Le géant du web s'exprime rarement sur le sujet. Après de longues semaines de négociations, nous avons réussi à décrocher un entretien de 30 minutes avec Benoît Tabaka, directeur des politiques publiques de Google France. Aujourd'hui, selon une ONG Global Disinformation Index, il y a un rapport qui est sorti en 2019 et Google acheminerait plus de 86 millions de dollars par an aux producteurs de désinformation. Comment vous expliquez cela? On a aujourd'hui un certain nombre de sites, comme vous dites, qui véhiculent des fausses informations. Et à partir de là, comment on les traite et comment on regarde? Nous, on est face à une situation qui est qu'il n'existe pas, en quelque sorte, de définition de la fausse information. Il n'existe pas véritablement la ligne de démarcation entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qu'il faut savoir, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que nous, on est assez clair et déterminé là-dessus. Il y a en fait des lignes rouges à ne pas franchir quand on va utiliser nos différentes solutions et nos différents produits. Si le site est finalement complètement en dehors des clous au regard de nos règles, effectivement là, on va couper complètement le site. Et ça représente, l'année dernière, pareil, 1,6 million de sites qu'on a bloqués. Pourtant, les sites sur lesquels nous avons trouvé des publicités acheminées par Google sont loin d'être bloqués. Certains semblent même enfreindre des dispositions de son règlement. Dans cet article en ligne depuis plusieurs années, Santé Nutrition relaie les propos d'un médecin comparant la vaccination à un génocide. Il est entouré de publicités labellisées Google. La firme interdit pourtant de relayer des allégations dangereuses dans le domaine de la santé et le militantisme anti-vaccin est proscrit. Le Gateway Pundit, lui, conteste le résultat des élections américaines sur la base de fausses informations. Une pratique proscrite elle aussi. Là, parmi ces sites, il y a un certain nombre qui enfreignent directement vos règles concernant la monétisation. Comment ça aurait pu échapper à votre vigilance? Là-dessus, j'allais dire sur l'étude, ça aurait été intéressant que la communiquiez avant. Je ne sais pas si Costa, mais uniquement pour comme ça, on pouvait regarder en fait les différents sites internet et pouvoir apporter une analyse. Encore une fois, si tel ou tel site, telle ou telle page, tel ou tel contenu est passé au travers, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est lié au fait qu'ils ont manipulé nos systèmes? Et encore une fois, on est en face de gens qui manipulent de l'opinion, ils savent manipuler des systèmes informatiques. Ou est-ce que c'est en fait finalement quelqu'un qui va jouer sur les lignes Non, mais rouges? là, on ne parle pas de manipulation, on parle vraiment encore une fois d'un site qui existe depuis plus de 15 ans et qui ne se cache absolument pas. Et les sites que vous avez devant les yeux sont des sites, encore une fois, qui sont incontestablement des sites de désinformation, qu'on n'a pas eu beaucoup de mal à trouver, hein, vraiment. Vous dites, ben voilà, ce site-là pose problème, ce site-là est manifestement la désinformation, vous devez complètement arrêter, couper ce site-là, etc. Mais sur quelle base? Quelle est la base pour nous, juridique et objective, de le faire? Est-ce que quelqu'un a déclaré que ce site-là est illégal? Mais là, non. Et on l'a fait, on a fait des choses. Mais là... Et on va s'arrêter là parce qu'il est 11h10. Je suis vraiment navré, mais on avait convenu 11h10. Il est déjà un peu plus que 11h10. Mais là... Il faut que je libère Benoît et on s'était mis d'accord sur ce timing-là. Est-ce que vous vous engagez à prendre des dispositions sur les sites que l'on a trouvés, justement, et sur lesquels il y a publicité? Est-ce que vous vous engagez à prendre des dispositions pour... Moi, ce que je prends, l'engagement, c'est que vous nous envoyez la liste, on regarde l'ensemble des éléments et on revient vers vous. Je suis désolé, on va vraiment arrêter. Hein. C'est pas la... Non, mais je vous ai dit 11h10. Comme convenu, nous avons envoyé cette liste à Google. Désolé, parce que là, il faut... merci. Et envoyez-nous ça. Ça marche. Merci beaucoup. On vous envoie. 2 mois après notre entretien, les publicités acheminées par la firme s'affichent toujours sur la plupart des sites que nous avons soumis à M. Tabaka. Le 26 mai dernier, l'Union européenne a annoncé un renforcement de son arsenal législatif pour assécher les circuits de financement de la désinformation. Donc, on s'est dit, ben voilà, il faut passer à la vitesse supérieure. Et le géant américain
est dans la ligne de mire. À la Commission européenne, on nous l'affirme. Si Google ne change pas rapidement ses pratiques, l'entreprise risque de s'exposer à de lourdes amendes qui pourraient représenter jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires. Il s'élevait l'année dernière à 154 milliards d'euros.